version. Ouais. Oui, voilà, excusez-moi. Tout d'abord, merci donc pour cette invitation et cette journée très riche qui, vous vous doutez, au vu de nos travaux de recherche, m'intéresse aussi beaucoup en tant que participante. Voilà, alors je vais sans doute redire des choses qui ont déjà été dites ce matin, que ce soit par vous, Monsieur Polez, ou par le docteur Juzo, mais aussi par les parents et les professionnels qui se sont exprimés. Mais je voulais commencer mon intervention par dire que c'est quand même toujours une gageure de rendre compte de la complexité que nécessite la scolarisation des jeunes en situation de polyhandicap en une demi-heure. Voilà, donc je vous remercie. Ce sera forcément partiel et partial. Voilà. Donc, je vais vous donner ici quelques éléments qui sont issus des recherches Polyscol et Polycom que j'ai coordonnées, mais évidemment pas seule. Donc, je pense ici à Daniel Toubert-Dufort qui a assuré la direction scientifique de ces projets, qui est aujourd'hui à la retraite, à Mina Poustinen également, qui sont des chercheurs rattachés à l'INES-HEA, et à ma collègue Sabine Zorn, avec qui on co-coordonne encore le projet Polycom, puisqu'il n'est pas fini. Et puis surtout, je pense aux professionnels, aux parents et aux jeunes qui ont fait partie de ces recherches et grâce auxquels nous ne pourrions pas faire ces présentations, dont certains sont là aujourd'hui et que j'entendrai avec plaisir cet après-midi. Et donc, qu'on remercie toujours de leur investissement et du temps qu'ils nous ont donné pour avoir accès à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Madame Atlan, s'il vous plaît, Oui. il y a un problème de souffle dans votre micro. Il faudrait peut-être l'écarter un petit peu ou le baisser un Ouais, petit peu. il est trop près de moi. Voilà. Est-ce que Voilà, c'est mieux merci. si je fais ça? Ouais, C'est mieux, d'accord. merci. Super. J'ai pas l'habitude de parler avec le micro. Donc, pour commencer, je vais reprendre comme l'ont fait les collègues, donc je vais passer rapidement par revenir sur ce qu'on entend par le polyhandicap et donc parler évidemment des déficiences motrices et de la déficience mentale sévère à profonde, qui fait évidemment partie de la définition et du tableau clinique rencontré, que ce soit dans la définition du polyhandicap et aussi quand on communique, nous, à l'étranger, sous le terme PIMD, donc Profound Intellectual and Multiple Disabilities. J'ai ajouté quelques éléments qui sont évidemment les difficultés de communication, avec une communication qu'on va appeler idiosyncrasique, c'est-à-dire qui correspond à chacun des jeunes, pas une communication souvent pas oralisée et puis souvent avec peu de communication symbolique. Et tout cela entraînant une grande vulnérabilité, qu'elle soit physique, psychique ou sociale. Alors, ce tableau-là, bien sûr, l'idée n'est pas de s'arrêter aux difficultés que cela peut entraîner, mais de se dire que par rapport à ce tableau-là, le rôle central de l'environnement va avoir un rôle central, que ce soit l'environnement humain, mais aussi matériel, c'est-à-dire comment on va l'aménager pour pouvoir développer les apprentissages. Donc, dans un premier temps, je vais reprendre quelques constats et enjeux au niveau de la scolarisation, avant de revenir sur les éléments principaux qui ressortent des projets Polyscol et Polycom. Je dois quand même préciser par rapport à ce qu'a dit le docteur Juzo que je ne vais pas forcément pouvoir déployer les objectifs de scolarisation qui vont être des objectifs extrêmement individualisés. Donc, je vais revenir moi, vraiment sur les conditions favorisant la mise en œuvre des apprentissages et puis aussi sur comment essayer de définir ces objectifs, un peu les grands principes qui vont nous aider à définir ces objectifs, et des grands éléments dans la mise en œuvre, ce qui revient aux conditions. Voilà. Donc, je commence aussi, mais ça a déjà été évoqué précédemment, par dire qu'il y a toujours des débats autour de cette scolarisation et donc de grands enjeux. D'abord, le premier point, c'est que l'éducabilité des jeunes en situation de polyhandicap peut encore être questionnée. Et donc, on a vraiment un rôle de déconstruction des représentations pour favoriser la scolarisation. Il y a aussi un certain nombre de professionnels, comme de parents, qui peuvent avoir des craintes concernant la santé, le bien-être des jeunes dans un contexte pédagogique. Parce qu'aussi, on est dans un historique, on se replace dans un historique, on a été dans une logique de soins pour ces jeunes pendant longtemps. Et aujourd'hui, on est vraiment dans le souci d'une éducation spécialisée. Et donc, là, il y a toute une question éthique qui a été un petit peu évoquée déjà, c'est-à-dire la scolarisation, évidemment, mais il faut s'assurer au préalable du bien-être des jeunes.
Mais cette scolarisation, pour autant, et ça c'est vraiment des résultats très importants de l'étude Polyscole, elle n'a jamais été nocive, entre guillemets, et surtout elle a été source de plaisir et de découverte pour les 23 jeunes qui ont participé. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des doutes, des réticences qui sont liées aux représentations de la scolarisation. Alors ça fait écho à la vidéo de la maman qui évoquait ses doutes. Et donc là, c'est un des papas qui a participé à la recherche qui évoquait ça, qui nous disait, dans les premiers temps, j'étais moi-même assez perplexe par rapport à cette scolarisation. N'ayant référence que mon vécu d'élève, je me demandais ce que ces temps de classe allaient pouvoir lui apporter. Et ça, c'est valable un peu pour tous les professionnels, c'est-à-dire qu'on a souvent, ou les parents, on a souvent notre propre vécu scolaire et il faut pouvoir se représenter ce que c'est la scolarisation et qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter scolairement aux jeunes en situation de polyhandicap. Partant d'un préjugé que le comportement, les difficultés, les stéréotypies de mon fils n'étaient pas compatibles avec la vie scolaire, je craignais la perte de temps, voire un risque de démonstration de ses incapacités. Alors, évidemment, je n'ai pas mis toute la suite de la citation, mais qui disait que tout au fil du projet, au fil des échanges avec les enseignantes, tout cela a fait tomber ces craintes. Mais ce sont des éléments qui me paraissent importants à dire, parce que important à prendre en compte quand on s'engage dans cette démarche-là. Et puis, ce qui est important pour les professionnels, c'est aussi ce qu'il faut savoir, c'est que soutenir le développement et les apprentissages des jeunes en situation de polyhandicap va nécessiter de réinterroger toute la relation éducative, c'est-à-dire les programmes, comment on va évaluer les jeunes et la pédagogie qu'on va mettre en œuvre. Ce qui fait qu'il peut y avoir aussi une déstabilisation du côté des professionnels enseignants. Donc, il y a vraiment un enjeu actuel qui me semble extrêmement important, qui est d'affirmer le droit à la scolarisation, tout en s'assurant qu'elle soit mise en œuvre au bénéfice du jeune. Ce que je veux dire par au bénéfice du jeune, c'est-à-dire en s'assurant que nous ne sommes pas dans des logiques uniquement politiques, mais vraiment dans une logique d'accompagnement du jeune, et donc de penser effectivement dans quel contexte on propose une scolarisation, quel accompagnement pour cette scolarisation, et ça a été très bien décrit au préalable, notamment par les parents, je trouve. Donc voici quelques chiffres de la scolarisation. Alors, vous savez qu'on est dans le cadre de la loi 2005 et de la loi 2013 pour l'inclusion. Pour autant, en matière de scolarisation des jeunes en situation de polyhandicap, nous étions et nous sommes encore très en deçà des préconisations politiques. Alors, vous voyez l'évolution qui est quand même importante. Entre 2006 et 2014, on n'a pas de chiffres beaucoup plus récents, en tout cas de l'adresse, où on passe de 6% des jeunes accueillis en établissement scolaire qui avaient des temps d'enseignement à 21%. Mais vous vous rendez compte qu'on reste quand même sur une grande majorité de jeunes qui étaient non scolarisés. Sur la majorité des jeunes scolarisés, il s'agit d'une scolarisation en unité d'enseignement, essentiellement. Alors, les derniers chiffres que je vais vous situer, c'est le résultat d'une enquête qui a été menée, une enquête ministérielle qui a été menée dans le cadre du plan polyhandicap. Et donc, cette enquête montre qu'en 2018, c'est la plus récente, encore un jeune sur quatre, un jeune sur quatre accueilli en établissement et scolarisé, et le plus souvent sur des temps extrêmement courts, c'est-à-dire 1 à 5 heures par semaine. Alors là, sur les 2 dernières années, on a quand même des avancées assez spectaculaires. Je pense, on n'a pas les chiffres encore, mais on voit au niveau des pratiques qu'il y a beaucoup d'évolution à ce niveau-là. Et comment ce temps de scolarisation restreint est expliqué? Eh bien, il est expliqué beaucoup en lien avec le manque de professionnels, le manque d'enseignants spécialisés, le turnover aussi des professionnels, la difficulté parfois liée à la co-intervention professionnelle de l'éducation nationale et du médico-social. Il y a tout un travail de lien à faire entre les deux mondes. Le temps de scolarisation réduit peut aussi être lié à des besoins médicaux et rééducatifs importants. Et puis, très concrètement, au manque de disponibilité de locaux pour la classe, puisque les appareillages font qu'il y a besoin de locaux importants. Donc, au niveau des constats, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la scolarisation se fait majoritairement en unité d'enseignement, au sein des établissements médico-sociaux, qu'elle concerne encore une minorité de jeunes, et le plus souvent pour des temps très courts. Et puis aussi qu'elle réinterroge les pratiques et les représentations, que ce soit celles des professionnels, des familles, mais aussi des chercheurs. Donc là, c'est tout un terrain qui s'ouvre à nous. Et les perspectives, concrètement, eh bien, vous l'avez déjà cité, l'ouverture d'unités d'enseignement externalisées polyhandicap, il y en a actuellement 8 sur le territoire, mais avec des objectifs d'ouverture d'au moins une par département à la rentrée 2022. Donc,
beaucoup d'équipes sont en train de travailler là sur l'ouverture de ces UEP et qu'est-ce que ça nécessite. Et là aussi, sans doute beaucoup de recherches à venir. Et puis la question de l'inclusion aussi, et notamment de l'inclusion dans la classe d'âge. Ce qui a posé beaucoup de questions, puisque jusqu'à présent, l'inclusion des jeunes en situation de polyhandicap se faisait majoritairement en maternelle ou en école primaire, et que de plus en plus, les inspecteurs de l'éducation nationale demandent à ce qu'il y ait inclusion dans les classes d'âge. Donc évidemment, ça vient interroger à la fois nos pratiques et le lien entre les établissements et l'éducation nationale qui peut se faire, et puis l'éthique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue le bénéfice du jeune. Ça me semble extrêmement important. Alors voilà, quelques éléments là vraiment concernant la recherche. Alors quand je parle de la recherche, c'est au sens large, c'est-à-dire à la fois les recherches Polyscole et Polycom, et puis d'autres équipes de recherche plus à l'international. Vous avez à chaque fois, je ne l'ai pas dit, mais des images qui, sont qui vous montrent des classes, les classes des différents établissements avec lesquels on a travaillé. Et vous voyez notamment en haut à droite l'IME Albertine Lelandais, qu'on entendra tout à l'heure. Donc, quelques points de vigilance et de questionnement dans la mise en œuvre de la scolarisation et des apprentissages des jeunes en situation de polyhandicap. D'abord, des points extrêmement importants à penser au niveau plus institutionnel et organisationnel. C'est la question qui a été citée un peu précédemment du temps de scolarisation. Le temps de scolarisation, je l'ai dit, est souvent très restreint, 1 à 5 heures maximum par semaine. Alors, je fais écho au cahier des charges que vous avez cité tout à l'heure, M. Paulez. Ce qui est dit dans le cahier des charges des unités d'enseignement, c'est que le temps de scolarisation doit tout de même être suffisant par semaine pour permettre la répétition, pour permettre l'inscription, pour que ça ait du sens. Dans les formations, on a parfois des enseignants qui nous disent j'ai 7 élèves, 1 demi-heure par semaine. Alors bien sûr, ce temps de scolarisation, il ne peut pas être fixé d'emblée, hein, il est individualisé, mais il faut quand même imaginer qu'au minimum 2 temps par semaine de scolarisation semble nécessaire pour que les choses puissent s'inscrire dans le temps. Mais ce temps de scolarisation, il nécessite aussi un temps de travail entre professionnels important. En amont de la scolarisation, pour définir des objectifs, qui soient des objectifs partagés pour que ça puisse prendre du sens. Et puis aussi pendant la scolarisation, parce que l'idée, c'est d'éviter le morcellement, que chaque prise en charge, à chaque accompagnement plutôt, se soit juxtaposés les uns aux autres, mais vraiment que ça puisse faire du sens pour le jeune, que les outils partagés puissent être les mêmes, etc. Cette scolarisation, elle implique aussi les parents comme des partenaires à part entière. Et donc, la question de la communication avec les parents est très importante. Dans la recherche, les enseignants nous ont dit à quel point le fait de pouvoir échanger avec les parents était un gain de temps dans leur découverte et leur compréhension des modalités de communication du jeune, notamment, par exemple. Et puis, les parents, de l'autre côté, nous ont dit à quel point c'était important pour eux d'avoir accès à un cahier, par exemple, d'avoir accès à des photos, d'avoir accès à des petits films. Je vous donne tout ce qui a été fait par les professionnels avec lesquels on a travaillé, mais de pouvoir savoir à quoi cela renvoie, qu'est-ce qui est fait dans ce temps de classe. Et puis de pouvoir en parler à la maison, de pouvoir en parler en famille. Voilà à quel point ça a été riche. Et puis, un autre élément qui est très important, c'est de pouvoir se former et développer des temps d'évaluation en regard croisé. Et des regards croisés qui impliquent des équipes pluridisciplinaires, mais aussi les parents. Je pense notamment à l'ECP, donc cet outil qui s'appelle Évaluation Cognition Polyhandicap, qui est extrêmement riche et qui permet de croiser les regards des parents, des professionnels, des psychologues, sans forcément qu'on cherche un accord, mais au contraire, en s'appuyant sur les compétences qui sont observées par tous, et puis celles où peut-être il y a des points de désaccord et qui offrent et qui ouvrent des éléments très intéressants dans l'accompagnement. Alors, évidemment, la mise en œuvre de cette scolarisation, elle va aussi questionner l'identité professionnelle des enseignants. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, c'est que quand les enseignants rencontrent pour la première fois des élèves en situation de polyhandicap, il y a une première question, mais qui est en lien avec leur formation et leurs habitudes, qui est qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces jeunes.
Voilà, c'est un premier temps. Je pense qu'en tant que professionnel, on se souvient tous de la première rencontre qu'on a eue avec des jeunes en situation de polyhandicap et ce souci de pouvoir leur apporter ce qui va leur être nécessaire et est-ce qu'on va bien pouvoir leur apporter, voilà, est-ce qu'on comprend bien ce qu'ils nous disent, etc. Donc, il y a évidemment cet élément-là. Il y a la question de la distance relationnelle aussi. Alors, pourquoi on le met particulièrement? Parce que, et j'en parlais encore hier en cours avec une enseignante qui me disait que la conseillère pédagogique lui avait dit qu'il ne fallait pas qu'elle touche les élèves. Voilà, dans l'éducation nationale, la question du toucher n'est pas évidente, notamment dans la formation. Et avec les élèves en situation de polyhandicap, la question du toucher est évidemment essentielle, que ce soit pour soutenir l'attention, que ce soit pour ajuster l'installation, etc. Donc, cette question de la réglage de la distance relationnelle est essentielle. Il y a un autre point de vigilance dans la mise en œuvre de la relation pédagogique, c'est qu'on a quand même des difficultés à percevoir ces jeunes-là du fait de leurs difficultés mobiles, de communication, etc., à les percevoir comme actifs. Et donc, on se rend compte, et ça c'est les recherches qui montrent ça, que ces jeunes ne bénéficient encore pas de suffisamment d'interactions et que les interactions entre pairs sont souvent très peu favorisées par le contexte d'apprentissage. Alors, c'est pas du tout pour dire que les professionnels font mal, c'est un peu, on va dire, la situation de polyhandicap qui finit par générer ça au quotidien, et donc on doit au contraire porter une vigilance particulière à ça, c'est-à-dire qu'on se rend compte que les jeunes, et la recherche date de 2016, donc elle est très récente, c'est une recherche belge, que les jeunes sont installés de façon à avoir d'adultes, mais pas forcément de façon à avoir les pairs. Qui ne se sont pas installés de façon non plus à pouvoir toucher leurs pairs, donc pouvoir interagir de manière à leur initiative avec les pairs. Et puis bien sûr, il y a un grand défi lorsqu'on prend un petit groupe en classe, c'est le défi de l'hétérogénéité, qui est quand même aussi en lien avec le polyhandicap, et de comment on va pouvoir adapter à la fois au groupe et de manière individualisée les stimulations qui sont proposées. L'idée un peu de lister ces points de vigilance et ces points de questionnement, c'est de réfléchir à tous les éléments qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour pallier nos difficultés, qui sont des difficultés à percevoir les jeunes en situation de polyhandicap comme des partenaires de communication et comme potentiellement actifs, et donc à les percevoir comme des sujets apprenants. Voilà. Alors, plus concrètement, dans la mise en œuvre des apprentissages, quels sont les éléments qui sont particulièrement importants à prendre en compte et à penser? Donc, il y a la question du contexte. Qui a déjà été évoqué par le docteur Juzo notamment. Alors, qu'est-ce qu'on entend par contexte? Là, il y a un emboîtement, parce que le contexte est multiple. Il y a le contexte institutionnel. Donc, je l'ai un petit peu évoqué, c'est-à-dire dans quel cadre a lieu la classe, quel temps, comment on s'est organisé les emplois du temps, quelles sont les formations partagées. Hein. Tout ça, ça vient dans le contexte institutionnel. Il y a aussi évidemment le contexte de la classe. Hein. Comment la classe en elle-même est organisée. Comment sont pris en compte les différents éléments sensoriels, le bruit, la lumière, comment sont organisés les supports, qu'est-ce qui est dans la classe. Et puis évidemment, le contexte d'installation du jeune, l'idée étant, et là il est vraiment nécessaire pour tous ces points, de travailler en équipe pluridisciplinaire, mais évidemment pour l'installation du jeune également, de favoriser les possibilités d'activité, et puis éventuellement de pouvoir adapter cette installation au fil de la séance ou au fil des séances. Hein. L'idée étant que, évidemment, la mobilisation des compétences des jeunes va être extrêmement dépendante de ce contexte. Alors, je vous ai mis une citation de Geneviève Petitpierre qui parle justement du contexte, qui permet à la fois de le relativiser et en même temps de voir toute la complexité que ça nécessite. Tous les contextes peuvent être propices, hein, dès lors que l'objectif visé fait sens et s'inscrit de façon harmonieuse avec les besoins, le projet et les objectifs de qualité de vie de la personne. On voit bien là l'importance de la dimension pluridisciplinaire et institutionnelle, et offre à la personne donc une occasion de rencontrer et de relever des défis à sa portée, dans une atmosphère soutenante, valorisante et non contraignante. Ce sont des éléments extrêmement importants à rappeler, et je trouve que la question des défis est essentielle. Et je vais revenir dessus quand je vais vous parler de la temporalité, mais il s'agit bien pour ces jeunes de leur proposer des défis à leur portée. Donc dans cette question de rendre les apprentissages accessibles, un élément qui me semble essentiel
et qui est essentiel dans différentes recherches, c'est de soutenir l'activité du jeune. Alors pourquoi c'est particulièrement important de soutenir l'activité du jeune? Eh bien parce qu'on sait qu'au niveau cognitif, au niveau des apprentissages, la cognition, elle vient vraiment prendre racine dans la mise en œuvre physique. Alors, et tout le processus de représentation, il s'inscrit sur le mouvement. Si je vous parle de l'intelligence sensorimotrice de Piaget, peut-être ça évoquera des choses à certains. En tout cas, c'est le fait que la cognition et tout notre processus de représentation va s'appuyer sur des mouvements corporels. Or, on sait que ces jeunes sont particulièrement entravés, donc tout un défi des pédagogues et des personnels qui travaillent avec eux, ça va être de s'assurer que le jeune puisse à sa mesure et, et dans le temps imparti de la classe, essayer d'être en activité. Donc, comment on va favoriser cette activité? Eh bien, c'est à travers l'installation du jeune. Et on va reprendre, j'ai mis entre parenthèses, essayer de mettre les lunettes du jeune parce que c'est une citation d'une maman avec qui qui a participé au projet Polycom et je crois qu'il est là aujourd'hui. C'est-à-dire essayer de se mettre à la place du jeune pour essayer de comprendre ce qu'il perçoit, ce qu'il ne perçoit pas. Enfin, vraiment essayer de se mettre dans sa position dans l'installation euh, pour adapter justement les supports qu'on propose, la façon là où on va le placer, comment on va présenter les supports. Et donc, c'est le deuxième point, c'est comment on va introduire les supports pédagogiques et les stimulations pour que les jeunes puissent, dans un premier temps, les percevoir. Donc, il y a déjà un enjeu de perception. Puis ensuite, les explorer et les explorer suivant plusieurs modalités. Les explorer visuellement ou auditivement, les explorer tactilement, les explorer parfois par la bouche, les explorer par l'odeur. On sait bien que la multisensorialité est extrêmement importante. Donc tout ça va impliquer l'accessibilité des objets et des situations pédagogiques. Alors l'accessibilité des objets, ça va être par exemple de réfléchir à des objets contrastés, à des objets sensoriels, qu'ils puissent toucher, qui aient différentes qualités sensorielles et olfactives par exemple. Et puis ça va être aussi de se placer, alors on le voit un petit peu dans les vidéos et vous allez le voir dans ce que je vous ai montré, c'est l'enseignant se penche, se rapproche, s'éloigne. Hein, c'est toutes les adaptations aussi du corps de l'enseignant en lui-même. Ça a été noté par les parents qui regardaient les films et qui disaient voilà, je vois à quel point l'enseignant s'accroupit, se met, permet à l'enfant l'enfant, parce que je parle du parent qui disait ça, permet à l'enfant de pouvoir percevoir les éléments que je lui présente. Et donc, il y a toute une guidance physique et une mobilisation aussi qui est faite par l'enseignant. Et puis, eh bien, je salue et on salue et on a observé une énorme créativité des enseignants dans l'adaptation des supports pédagogiques et des histoires. De rendre les apprentissages accessibles, évidemment, un élément central, c'est aussi celui de la communication, la socialisation, avec la nécessité de développer des outils de communication alternatifs et améliorés ou augmentés. Alors, un des résultats de la recherche Polyscole qui date un petit peu, c'est qu'il y avait encore insuffisamment d'outils de communication alternatifs et améliorés qui étaient mis en œuvre dans le cadre de la classe. Au niveau des contenus, eh bien, ce qui est important, ce sont des contenus qui vont viser le développement des compétences à la fois à un niveau social. Hein, et donc, on va revenir un petit peu sur le groupe des pairs. Vous l'avez vu, là, on voyait seulement une des jeunes filles derrière. Mais ce que mobilise la classe, eh bien, ça va être aussi de s'observer les uns les autres. Ça va être aussi d'attendre son tour. Voilà, tous ces éléments qui sont liés au groupe. Au niveau cognitif, évidemment, et puis au niveau moteur. Donc, il s'agit d'explorer à la fois soi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont être liés à la connaissance de soi, et puis d'explorer le monde. Ce qu'on a pu voir aussi dans la recherche Polyscole, qui a été un élément particulièrement important, c'est l'importance, c'est particulièrement essentiel, c'est l'importance du groupe des pairs. Alors, ce groupe des pairs, eh bien, on a vu qu'il est venu soutenir les capacités d'attention. Le fait de pouvoir regarder ce que les autres font, on a vu au fil de l'année, au fil des séances, vraiment, c'était quelque chose qui se développait chez les jeunes. Le fait de pouvoir partager des choses ensemble, de s'observer, éventuellement de s'imiter. Et puis, eh bien, tous les comportements sociaux, je vous ai évoqué un peu précédemment, attendre son tour, s'applaudir les uns les autres quand il y a une réussite, se reconnaître, se nommer les uns les autres, savoir qui est présent, qui est absent, tout ça, c'est des éléments extrêmement importants et qui sont liés à la présence du groupe. Et puis,
un élément essentiel aussi dans la constitution des apprentissages, c'est bien de partir d'apprentissages qui vont être signifiants, donc de contenus qui vont être signifiants pour leurs jeunes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui intéresse le jeune, quelle est son histoire, quels sont ses besoins personnels, hein. Donc, l'idée, c'est vraiment dans les objectifs de partir des besoins. Je suis désolée pour le son, ma fille est malade et donc à côté. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez, mais voilà. C'est les contraintes du direct. Voilà. Et donc, il est essentiel vraiment de partir de l'expérience subjective des jeunes pour construire les objectifs d'apprentissage. Je pense, parce que je parlais hier en formation à une enseignante qui disait mais avec les adolescents c'est compliqué parce qu'on partir sur des albums jeunesse, des albums sur les tout petits, est-ce que vraiment ça leur correspond? Et on en est venu à la discussion de dire mais elle pouvait aussi partir des centres d'intérêt du jeune. Et là on voit de nouveau le lien avec l'importance du lien avec la famille et avec le reste de l'équipe pour savoir un peu quels sont les centres d'intérêt du jeune, que ce soit les musiques, que ce soit les livres qu'il aime, etc. Alors, je suis désolée, n'hésitez pas à me dire si je déborde un peu au niveau du temps. Voilà, un autre élément très important, je vais passer rapidement, mais je trouve que la vidéo avec Julien le montre bien, c'est la question du rythme, hein. Alors, la question du rythme, elle se pose en niveau un peu plus général du temps, hein. Combien de temps se donne pour les séances, combien de temps il y a entre les séances, et puis il y a au sein de la séance vraiment l'importance de mobiliser des temps de répétition, des temps de rituel. Et on l'a vu dans Polyscole, toutes les séances étaient globalement organisées de la même façon, c'est-à-dire qu'il y avait un temps de rituel de début assez important, puis des temps d'activité diverses et variées et un temps de rituel de fin. Et donc, il est vraiment nécessaire d'alterner ces moments de répétition avec l'introduction de nouveautés. Hein, et là, c'est toute la question justement des défis et de la stimulation. Hein. Et il ne s'agit pas justement de s'enfermer trop dans des rituels, mais vraiment de cette subtile alternance entre les deux, sachant que des jeunes vont avoir besoin de plus d'éléments de rituels et d'autres de plus d'éléments de nouveautés. Et ça, c'est toute la complexité de l'ajustement. Et puis ensuite, il y a dans la relation pédagogique en elle-même la question de s'ajuster au rythme du jeune. Hein. Et là, chaque jeune va avoir un rythme. On sait qu'il y a souvent un délai de latence important. On l'a vu un petit peu avec Julien. Donc, là, il y a une contrainte pour le pédagogue et pour les élèves. C'est que parfois, on va s'ajuster au rythme du jeune. Et puis, parfois, il y a l'enjeu de la classe qui va faire que, on ne va pas forcément avoir le temps de laisser aux jeunes toute la latitude pour agir. Et donc là, il y avait beaucoup de frustration du côté des professionnels. Voilà. Et donc, à quel moment on privilégie l'objectif pédagogique et à quel moment on laisse aux jeunes le temps de pouvoir complètement explorer. Et puis évidemment la place de l'émotion qui est centrale et de l'émotion partagée, notamment les joies partagées avec les pairs et avec les enseignants et les professionnels présents, les joies, les rires, la surprise, des petits temps très courts de manière extrêmement minutieuse. Donc on arrive à un autre élément qui est essentiel dans la question de la scolarisation, c'est la question de l'observation et de l'interprétation. Donc l'observation a vraiment été identifiée comme un acte professionnel majeur pour les enseignants et les professionnels qui les accompagnaient dans la mise en œuvre de la scolarisation. Et beaucoup de questions sont posées autour de l'interprétation des comportements. Dans le cadre de la recherche, on avait mis en œuvre des réunions en regard croisé, réunissant les parents, des professionnels qui connaissaient bien le jeune et des professionnels qui ne les connaissaient pas. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'il est extrêmement important de proposer des interprétations, hein, de mettre du sens, de proposer du sens aux jeunes, parce que c'est comme ça que le sens se co-construit et qu'en même temps, il fallait rester très humble, c'est-à-dire que cette interprétation, elle est toujours évidemment dépendante du contexte et puis qu'elle nécessite d'être croisée avec d'autres regards avant de pouvoir s'assurer qu'on est dans le bon sens et qu'elle nécessite vraiment d'être répétée dans le temps. Évidemment, l'observation, elle est extrêmement liée à l'évaluation, hein, puisque c'est aussi à travers l'observation qu'on va pouvoir évaluer les jeunes. Et ce qui est nécessaire à nouveau, c'est de pouvoir les évaluer de manière répétée, de manière extrêmement précise, en ayant recours à des outils, quels qu'ils soient. Et on a parlé de l'ECP tout à l'heure, l'outil vidéo nous semble aussi un élément extrêmement important. Et puis l'observation, elle nécessite aussi de s'interroger sur soi, sur son positionnement, ses propres mouvements, ses propres projections. Et on sait qu'avec ces jeunes, c'est particulièrement important de s'interroger là-dessus. Voilà, je vais finir sur les 3 prochaines slides.
Ça, ce sont des éléments issus de la recherche Polyscole qui reprennent les 8 grandes orientations pédagogiques qu'on a pu repérer pour les 23 jeunes issus qui ont participé à la recherche. Et donc, ces 8 orientations étaient notamment le développement de la conscience de soi et de la conscience du corps propre, avec des enjeux autour de distinguer soi d'autrui, percevoir les limites de son corps, tout le travail autour de l'identité, reconnaître son prénom, reconnaître sa photo, et puis reconnaître les autres aussi, et aussi reconnaître son pouvoir sur l'environnement, c'est-à-dire le fait de pouvoir agir sur l'environnement, cause à effet, pouvoir par exemple pousser le pied de l'autre, envoyer un objet dans un arbre, etc. Une deuxième grande orientation pédagogique, c'était tout ce qui allait être l'intériorisation des repères, toute la mémorisation. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la question de la temporalité. Parce que cette temporalité, c'est ce qui a permis à beaucoup de jeunes la mémorisation, l'anticipation avec l'installation des routines. Et on voyait notamment au fil des séances comment les jeunes, au niveau de leur attention et au niveau du tonus, dès que la séance de classe commençait, se réveillaient. Alors, je ne vous l'ai pas mis, mais il y a un petit film où il y a une jeune qui dort profondément et la chanson commence et elle se réveille. Voilà, donc ça, c'est particulièrement pragmatique de ce que je viens de dire, mais c'était le cas pour la majorité des jeunes. Un élément très important aussi, c'est évidemment le développement de la communication et des relations aux autres, qui nécessite bien, de penser le petit groupe et de penser que le jeune puisse avoir accès à ses pairs aussi, et pas seulement à l'adulte. Le développement des processus de régulation. Là, on va retrouver la question des rituels. Vraiment, il était nécessaire de sécuriser les jeunes. Et ça, on l'a vraiment vu aussi au fil de l'année, puisqu'on a filmé une séance par trimestre. Comment cette sécurisation aussi permet de faciliter l'attention, ensuite, permet de faciliter la vigilance, de soutenir la vigilance. Le développement des capacités de partage émotionnel. Donc là, c'est comment les professionnels vont aussi chercher à déchiffrer les émotions, mettre des mots sur les émotions de l'enfant, lui permettre d'exprimer ses émotions aussi. Je suis content, je ne suis pas content, comment j'ai senti cette séance, est-ce que j'ai apprécié, est-ce que je n'ai pas apprécié. Voilà, tout le vocabulaire autour des émotions, le fait de s'applaudir les uns les autres, évidemment. Et puis, l'accès au symbolique. L'accès au symbolique à travers le partage d'histoires, à travers les pictogrammes, à travers le fait de transformer en acte moteur les situations, évoquer le fait de jouer, de mimer, voilà, de faire semblant de donner à manger, par exemple. Voilà. Tout ce qui amène dans les situations pédagogiques à faire entrer le jeune à sa manière dans l'univers de la fiction. Et puis enfin, le développement du raisonnement et de l'intentionnalité, travailler tout ce qui est cause à effet, ça c'était beaucoup travaillé, favoriser les prises d'initiative, ça c'est aussi un élément essentiel, soutenir l'intentionnalité, la communication, les actions, et puis l'attention conjointe. Susciter des interactions entre les jeunes en mobilisant leur attention conjointe autour d'un objet commun, donc ça c'est ce qui était fait dans quasiment tous les établissements, et proposer des situations qui vont mobiliser l'attention conjointe, que ce soit partagée avec l'enseignant ou un professionnel qui l'accompagne, ou partagée avec les pairs. Voilà, j'ai mis pour finir, mais vous l'aurez dans le PowerPoint, des supports qui ont été faits au niveau vraiment là du contenu, la construction des contenus pédagogiques. Il y a un support qui est celui du programme aménagé, qui est une adaptation du programme de l'école maternelle par la PF Bretagne. Et vous avez aussi 2 programmes qui sont très intéressants pour les enseignants, que je ne pourrais malheureusement pas développer ici, qui est le programme éducatif destiné aux élèves ayant une déficience intellectuelle profonde du Québec, qui est un programme qui date de 2011, qui est un programme qui a été spécifiquement pensé pour les élèves ayant une déficience intellectuelle profonde. Et vous retrouvez là au milieu les grands éléments de ce programme, mais vous pouvez le retrouver sur Internet, qui sont ensuite déclinés de manière assez précise en objectif pédagogique. Et puis, un autre programme, c'est le Pérédisme, c'est le programme roman. Et là, ce programme roman, c'est une adaptation de leur programme de l'école et du programme, et ils se sont aussi inspirés du programme québécois. Et donc, vous pouvez aussi le trouver sur Internet. C'était important, je voulais vous transmettre ces ressources parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui participent aujourd'hui et qui sont souvent démunis quant aux ressources. Et puis, je voulais parler de toutes les ressources qui existent
aussi sur Internet, notamment de l'association des carrés dans des ronds, beaucoup de choses qui se font autour de la CAA, dans API CAA Fondation, et puis évidemment toutes les formations qui sont proposées au CESAP, et je ne l'ai pas mis, mais aussi à l'INS, et qu'on essaye de développer, qui sont aussi des ressources importantes pour les professionnels, et surtout des temps où ils peuvent se rencontrer et échanger ensemble, comme aujourd'hui. Ça, je pense que c'est... Bien sûr, je ne vais pas y revenir. Je voulais simplement dire que dans votre grande réflexion sur rendre les apprentissages accessibles et adaptés, Oui. cette notion ce rappel de la cognition incarnée, je trouve ça très intéressant et je vous remercie de l'avoir rappelé. Je voulais également vous remercier pour ces orientations pédagogiques principales par lesquelles, ces 8 orientations par lesquelles vous concluez votre exposé. Effectivement, il y a eu des questions, j'en ai été quelques-unes, mais je vais laisser la parole à mon ami Hervé Sergent. J'avais simplement à vous remercier pour un point précis. Mais ça, oui, vous avez cité à plusieurs reprises l'OCP. Je pense que tout le monde connaît effectivement cet outil évaluation cognition polyhandicap qui a été publié par Régine Sell il y a maintenant quelques années et qui est disponible auprès du CESAP. Je passe la parole volontiers à Hervé Sergent pour les questions. J'ai aussi repéré au passage quelques questions que je pourrais transmettre. Vas-y Hervé, s'il te plaît. Oui, les questions, vous les avez. Il y a quelques questions enfin quelques commentaires plutôt qui se rapportent à la qualité de la présentation. Sinon, le fil de discussion a beaucoup été constitué par des observations sur les moyens, hein, sur le peu de temps. Quelqu'un a cité 30 minutes tous les 15 jours de scolarisation en IME. Et donc, il y a plusieurs commentaires sur le peu de temps de scolarisation. Oui, je me permets, j'ai juste aussi vu quelques commentaires. Alors, c'est vrai que j'ai axé sur la question des enseignants, parce que la recherche Polycom, mais on a travaillé aussi avec tous les autres professionnels. Et il est évident que les apprentissages ne sont pas que la question des enseignants, mais ont été travaillés avant que les enseignants interviennent auprès de jeunes en situation de polyhandicap, et doivent être travaillés avec tous les autres professionnels en équipe pluri ou transdisciplinaire, voilà, en fonction de ce qu'on... Mais c'est évidemment, et j'espère l'avoir assez dit. Voilà. Oui. Donc, oui, voilà, surtout des questions sur la formation des enseignants, la formation des AVS. Oui. Voilà, mais je pense que ça sera aussi abordé dans la partie qui arrive là. Mais voilà. J'ai repéré une question, Hervé, qui est les places respectives de l'unité d'enseignement interne et de l'unité d'enseignement externalisée, avec des avis un peu divergents au fil du chat. Effectivement, des avis qui disaient qu'il faut toujours commencer par une unité d'enseignement interne, avant éventuellement d'aller, si je puis dire, en milieu ordinaire. Voilà, donc peut-être une réaction sur ce plan-là. Alors, les unités... Bon, pour l'instant, on a déjà très peu de retours sur les unités d'enseignement externalisées, oui, donc je ne voudrais pas m'aventurer à dire des choses voilà, qui soient fausses dans ce qui est mis en œuvre, mais les unités d'enseignement externalisées, pour les quelques échanges que j'ai eus, ne sont pas des temps d'inclusion complète. L'idée, c'est de recréer un peu l'unité d'enseignement avec un petit nombre d'élèves et un accompagnement quand même assez important. Je pense à celle de Meaux, par exemple, où il y a 3 professionnels qui sont là en même temps, l'enseignant, il me semble, l'ergothérapeute et une éducatrice. Mais je ne sais pas vraiment s'il va y avoir si l'idée, c'est qu'il y a un temps en unité d'enseignement en interne, puis en externe, ou si... Enfin, je ne suis pas sûre qu'on ait de réponse vraiment là-dessus, et même politiquement, je ne sais pas comment les choses vont vraiment s'organiser. Et c'est ça qui est un peu compliqué dans la mise en œuvre de ces unités d'enseignement externalisées, c'est que parfois ça ressemble vraiment à l'unité d'enseignement interne finalement, et parfois non, en fonction des moyens qui sont possibles de mettre en œuvre. Donc la question des moyens, elle est essentielle, des moyens dont on se dote et dont on va pouvoir doter aussi les personnes. Et là, il faut vraiment se battre là-dessus. Et je pense que pour se battre là-dessus, il y a besoin de la mobilisation et des parents et des professionnels. Une autre réaction sur le chat concerne la nécessaire coopération entre les professionnels de l'éducation nationale et les professionnels du secteur médico-social qui connaissent très bien l'enfant ou l'adolescent polyhandicapé. Oui.
Ça, c'est certain. Je pense que pour avoir des formations avec des enseignants et avec des professionnels du médico-social, on voit bien que ce n'est pas encore évident partout, mais il y a une réelle volonté. Donc, je pense que c'est ça qui est nécessaire. Et vraiment, il y a besoin de temps de formation partagée. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on construit une logique commune. Voilà. Chacun ayant sa spécificité à apporter et sa connaissance du jeu. Et si je peux me permettre, c'est vrai que ce que vous avez parlé de la temporalité et de cette importance des routines et de la répétition, etc. Autrement dit, cette collaboration interprofessionnelle entre l'enseignant et l'équipe, etc., ce n'est pas un bonus, c'est une condition nécessaire à l'apprentissage. Il faut vraiment le poser comme ça, c'est-à-dire que l'enseignant doit se sentir concerné par la transmission aux autres intervenants, les parents également, de toutes les routines qu'il a mis en place, et inversement, les routines opérantes qui existent déjà dans l'environnement de l'enfant doivent être connues et utilisées par l'enseignant. Et donc, ces conditions sur la routine, la répétition, etc., c'est quelque chose qui est constitutif de la pédagogie. Oui, et c'est vrai qu'il est nécessaire pour ça, et que les enseignants sortent de la classe pour aller voir ce qui se fait dans les autres endroits, et que les éducateurs, les AMP, etc., viennent dans la classe pour voir comment ça se fait. Et il faut vraiment ouvrir cette fluidité, ouvrir les portes de la classe. C'est souvent ce que je leur dis, parce que je pense forcément un peu plus aux enseignants, puisque on anime des formations particulièrement qu'on appelle un MIN, donc un module de formation continue pour les enseignants qui travaillent auprès de jeunes ou qui veulent travailler auprès de jeunes en situation de polyhandicap. Une question émanant d'un parent, mais je pense que cette question pourra être posée à l'issue de la séquence prochaine. C'était comment savoir où il y a des unités d'enseignement internes, des unités d'enseignement externalisées. Ceci dit, je pense que les opérateurs, c'est-à-dire les associations porteuses d'établissements, les services médico-sociaux le savent, et que les parents peuvent effectivement se rapprocher avec l'association qui accompagne leur enfant. Mais bon, c'est une question que l'on pourra poser aux tutelles, qu'on aura la chance d'entendre dans quelques instants, vraisemblablement. S'il n'y a pas d'autres questions… Non, une petite précision, je vois qu'il y a un commentaire qui parle de l'école des carrés dans les ronds. Je voulais juste signaler qu'il y a quelques inscriptions de professionnels de cette école qui, normalement, participent à notre journée. Je l'ai cité parce qu'ils font un travail incroyable, et aussi dans le partage des outils pédagogiques qu'ils mettent en place, qu'ils testent, qu'ils utilisent. Et c'est vraiment une ressource extrêmement importante pour les enseignants. Et je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir que les enseignants puissent aussi faire un réseau et partager, et pas réinventer chacun dans son coin. Voilà. Si une personne est dans l'assistance, elle peut ouvrir son micro et s'identifier. Comme ça, on pourra… Non ? Allô, allô ? Oui, je vois que Madame Tesnas, vous levez la main. Oui, Madame Tesnas. En fait, alors, je suis très heureux d'accueillir Marie-Christine Tesnas, présidente du groupe Polyhandicap France, qui a pu s'inscrire sur un tard et qui ne sait pas qu'en fait, on n'avait pas prévu de questions directes, parce que les questions passent par le chat. Mais à tout seigneur, tout honneur, Marie-Christine, bien sûr, on est content de t'entendre. Merci beaucoup, Bruno. C'est un peu beaucoup, mais merci beaucoup. J'ai aucune question à poser. On t'entend plus, Marie-Christine. Vous m'entendez là? Oui. Bon. Je voulais simplement dire, à propos de la question qui a été posée sur les unités d'enseignement externalisées, que même le secrétariat d'État, qui n'est pas toujours très modeste, n'a pas réussi à monter au-delà de 10 écoles, enfin 10 unités d'enseignement externalisées pour toute la France. Donc j'ai vérifié ça de partout, j'ai réussi à en trouver 8, et encore la 8e, je ne suis pas très certaine. Voilà. Et en revanche, il y a comme toujours des promesses qui n'engagent que ceux qui y croient, disant que, alors notamment en Île-de-France, ils jurent leur grand Dieu d'ouvrir une unité externalisée par département,
Et pour l'ensemble du pays, ils pensent que d'ici 2025, mais je ne sais pas très bien sur quoi ça se fonde, il y en aurait une par département. Donc on ne va pas aller très loin, mais c'est mieux que rien. Je n'ai aucun chiffre sur les unités d'enseignement à l'intérieur des établissements, c'est-à-dire les unités d'enseignement internes, si je puis dire. Mais effectivement, tous les établissements se battent en général pour avoir un enseignant à temps complet. Et que déjà, quand ils obtiennent un enseignant à temps complet, ils sont très heureux. Il faut savoir qu'en moyenne, les établissements pour enfants accueillent 30 enfants. Donc, un temps complet pour 30 enfants, c'est un peu léger. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ça va sûrement s'améliorer un jour. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour ces précisions. C'est vrai que bon, le mouvement est parti et il faut s'en réjouir, mais on se disait ce matin qu'une unité par département, c'est une volonté qu'il faut saluer, mais en même temps, pour le quotidien de l'enfant, c'est pas forcément simple. Ça peut supposer des transports, une logistique, une fatigue, une inclusion éloignée, si je puis dire, et donc c'est pas forcément simple. Mais c'est un début et ça signale quand même une prise en compte de cette nécessité que tout enfant polyhandicapé puisse avoir accès à la scolarisation, et ça signale quand même un mouvement positif qui s'annonce. Juste avant, peut-être une dernière question, Madame Esther, Madame Atlan, s'il vous plaît. Ça concerne ce que vous disiez, l'inclusion dans la classe d'âge. Comment est-ce qu'on peut rendre compatible l'inclusion dans la classe d'âge et la temporalité et les objectifs propres à l'enfant? Vous êtes coupée, Madame Atlan, on ne vous entend plus. Oui, je suis coupée. Voilà. Je vous entends, je ne sais pas si vous m'entendez, enfin ça a coupé un peu. Vous disiez comment on peut rendre compatible l'inclusion dans la classe d'âge? Oui, bien sûr. Et la temporalité nécessaire aux jeunes. Et l'accessibilité particulière dont Ouais. vous parlez, notamment la temporalité propre à l'enfant, etc. Ses Oui. objectifs propres, etc. C'est pour ça que j'ai... Oh. Non, c'est bon, on vous entend. Oui, c'est bon, on m'entend, pardon. C'est pour ça que j'ai bien spécifié qu'il y avait vraiment un enjeu éthique très important dans la mise en œuvre de cette scolarisation, c'est-à-dire qu'il y a des injonctions politiques, mais que l'injonction ne doit pas prendre le pas sur le projet et sur le sens que le projet a pour le jeune. Voilà. Donc, l'inclusion... oui, et je pense que c'est intéressant, il y a des recherches à l'étranger qui le montrent aussi, mais pas en dépit du sens. Oui, c'est ce que vous nous avez dit dans l'introduction, le droit à la scolarité, oui, bien sûr, mais la mise en œuvre au bénéfice du jeune. Vraiment au bénéfice, et je pense que ce qui doit nous guider, c'est toujours cette réflexion-là. Oui. C'était votre introduction. Merci, oui. merci beaucoup, Madame Atlan.